émotions comme une menace, un peu comme les anticorps qui sont faits pour nous protéger des virus et des bactéries, sauf qu'ils peuvent attaquer une partie de l'organisme. Il y a des maladies auto-immunes, c'est-à-dire où les anticorps vont attaquer notre organisme. Eh bien, je dirais que sur le plan émotionnel, les gens qui sont en insécurité, les émotions que suscitent les autres vont pouvoir être ressenties comme un danger pour eux. Et il va falloir lutter contre ces émotions. Je me sens sa valeur avec la puberté qui transforme ce corps de manière beaucoup trop rapide. Je ne m'aime pas. Je voudrais et je ne m'aime pas. D'autant moins que j'aurais tellement envie d'être aimé. C'est-à-dire, vous voyez là aussi ce paradoxe, que des gens qui sont assez plan-plan, bon, c'est pas négatif quand je dis ça, mais enfin, bon, voilà, ils ne sont pas très émotifs, ils disent, bon, ben, la vie, elle est ce qu'elle est, voilà, et puis, maman est contrariée aujourd'hui, mais demain, ça sera peut-être mieux, bon, ma petite copine, aujourd'hui, elle n'est pas bien, mais peut-être que demain, ça ira, enfin, ouais, bon, ben, ils ont moins de risques de faire un certain nombre de difficultés. Ceux qui sont hyper réactifs émotionnellement, ils ne le choisissent pas, ils ne se lèvent pas en disant, je vais être hyper réactif émotionnellement aujourd'hui. Eh bien, oui, mon copain m'abandonne, oui, ma mère a l'air de préférer mon frère, oui, là, voilà. Alors je suis envahi par des émotions dont l'intensité me perturbe et que je ne choisis pas. Et là, à ce moment-là, oui, je vais vivre dramatiquement, je vais me sentir menacé, et il va falloir que je trouve un moyen de redevenir actif. Alors ça peut être la créativité, comme je disais tout à l'heure, et vous l'avez dit, un certain nombre d'anorexiques, on le sait bien, elles vont se jeter, ou d'adolescents qui vont commencer à se sentir dans le mal-être, c'est-à-dire en insécurité, ils ne se plaisent pas, ils sont pleins de contradictions, ils ne s'aiment pas, mais ils vont se jeter dans les activités, le cheval, de manière passionnelle, un groupe, telle ou telle valeur, Internet, où le problème, c'est souvent le trop, parce que le trop n'est jamais le signe du plaisir. Trop, ça veut dire que c'est là pour combler une inquiétude. Et le risque, c'est qu'à ce moment-là, vous vous priviez vous-même de ce que vous aviez envie pour être, pas parce que c'est un choix, mais parce que ça s'impose comme un moyen d'être actif qui vous soulage. Oui, je me suis senti sans valeur, je rentre, je me scarifie, ça me soulage. Je fais ma crise boulimique, ça me soulage, même si après je vais m'en vouloir. Voilà tout le problème. C'est-à-dire que on va devenir détruire, devient pour l'être humain une forme de créativité. Parce que le problème de la créativité, réussir, plaire, être performant, c'est que c'est jamais sûr. On en parlait un petit peu hier soir, mais c'est vrai, quand vous êtes bien, ce que vous êtes sûr, c'est que ça ne va pas durer très longtemps. C'est comme la définition de la santé par Knock, un état précaire qui ne présage rien de bon. Et c'est vrai. Et les anxieux, quand on est anxieux, on a horreur de ne pas prévoir. Voilà. L'anxiété, c'est justement une réaction émotionnelle de défense contre la menace pour essayer d'être vigilant et de prévoir. Et le bonheur, le plaisir, il vous file entre les doigts. On ne peut pas le construire. Alors que justement, quand ça va mal, ça n'a pas de fin. Et on peut finir, on peut dire que je vais mal, je me plains tous les jours, ça ne va pas, mais ça finira quand même par aller bien après tout ce que j'ai souffert, je vais loin. Mais en attendant, je me cramponne aussi à aller mal parce que c'est quelque chose sur lequel, au fond, j'ai paradoxalement un sentiment d'emprise et je peux espérer que ça finisse. On peut, en effet, si je veux passer un examen, mais je vais vivre dans l'anxiété jusqu'au jour de l'examen. Si je dis, moi, maintenant, l'examen, je n'y vais pas. J'arrête mes études. C'est pas un plaisir, en général, mais c'est un soulagement. C'est-à-dire, là, je suis sûr de résultat. Je ne passe pas d'examen, c'est sûr. Bon. Mais c'est moi qui commande. Voilà. J'ai le sentiment que je suis l'acteur. Ouais. Et paradoxalement, ça va me soulager. Beaucoup de gens qui prennent une décision de se suicider, ils sont soulagés au moment où ils prennent la décision. Parce que justement, ils ont l'impression que je n'ai pas demandé à naître. C'est vrai, on n'a pas choisi. Et l'image strictement en miroir, je peux décider de mourir. Et là, c'est comme si c'était mon choix volontaire. C'est jamais un choix. Personne ne choisit d'aller mal. Ça, au travers de mes 40 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un qui choisisse d'aller mal. J'ai toujours vu des gens qui, quand ils arrivent à être mieux, sont plus contents d'être mieux qu'être mal. Ça, c'est après coup. Mais sur le moment, ils peuvent être tentés de s'agripper à leur conduite destructrice parce que c'est le moyen de se sentir exister. Voilà. C'est un moyen d'être actif et paradoxalement de se raccrocher à la vie. Oui.
Je suis acteur de quelque chose et ça dépend que de moi. Bon. Si je ne vais pas à l'examen, je deviens indépendant des professeurs et des parents. Bon. Et en plus, c'est une espèce de claque que je donne à ces adultes qui m'ont déçu. Vous voyez, bon, un mélange de... Ça, je crois que c'est une des grandes tentations. Voilà donc moi ce que je voulais vous dire, qu'on voit évidemment de manière caricaturale, qu'on voit s'exercer dans ces troubles-là, et que ça impose, et j'arrête là-dessus, vous l'avez dit, de le voir comme ça, c'est une conséquence, c'est-à-dire que contrairement à ce qu'on a pu dire, et la psychanalyse a eu aussi, à côté de tous les avantages qu'elle a apportés, il y a eu aussi à un moment donné cette illusion, alors à la fois n'ayons plus de contraintes et tout ira bien, la sexualité, si on arrête de poser des entraves, eh bien ça se vivra dans le bonheur, c'est loin d'être le cas, parce que ça nous confronte à quelque chose de plus profond. Notre insécurité interne, que quelquefois les interdits protégés, donc c'est pas aussi simple que ça. Et la psychanalyse a pu faire dire à un moment donné, le symptôme, c'est la seule façon pour le sujet d'exister. Alors, à la fois, c'est pas totalement faux, puisqu'on le voit bien, le symptôme, quel qu'il soit, tous les troubles psychiatriques, sont une tentative de reprise en main de son destin, de retrouver un rôle actif, sauf que c'est totalement involontaire, c'est déclenché, je dirais, de manière mécanique par un débordement émotionnel auquel on va répondre par ces comportements-là, et qu'on n'a absolument pas choisi, et qui, une fois qu'on l'a trouvé, on risque de vous y enfermer. C'est-à-dire que ce n'est pas neutre. Ce que nous montre l'histoire de ces patients et d'autres, c'est que ce qu'on fait nous fait aussi. C'est qu'au bout d'un moment, on est piégé à son comportement. C'est que c'est l'ensemble de la vie, vous l'avez bien montré, que la question boulimique ou anorexique, elle va se retrouver dans les relations affectives, entre la privation et l'excès de proximité. Que ce qu'on voit sur ce comportement-là va se retrouver dans toutes les relations émotionnelles. Et que le drame de la chronicité, c'est que c'est l'ensemble de la vie qui se rétrécit, qui se réfrigère et qui se refroidit. C'est pas un choix, c'est une contrainte affective. Alors si on sait ça, il y a quelquefois une contrainte d'ordre affectif. Il faut savoir opposer une contrainte extérieure, thérapeutique. Non, on ne vous laissera pas vous abîmer. Et là, effectivement, on peut vous courser dans le... Mais il faut savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire, c'est pas on va être le plus fort, vous êtes une tarée, vous avez un trouble qui dérange la société. C'est pas ça. C'est que vous êtes prisonnière d'une réaction adaptative qui vous fait être votre propre bourreau. Et ça, voilà pourquoi on ne peut pas être complice de ça. Et de plus en plus, il faut le dire. Moi, je vois que depuis 10-15 ans, j'étais amené à dire, voilà comment je comprends votre comportement anorexie. Et vous comprenez pourquoi que bien que je pense que l'anorexie est un faux problème, que cet appétit dont vous avez, parce que pour faire une anorexie, il faut beaucoup d'appétit, mais pas un appétit de nourriture, c'est un appétit de réussite, d'être quelqu'un, d'exister, de quelque chose de fort dans votre vie, comme tout le monde, mais plus que d'autres. Et plus que d'autres parce qu'il y a plus de doute sur votre valeur. Et c'est ce doute qui alimente cette insatisfaction, qui peut avoir un côté positif dans la quête d'une réalisation, à condition que vous ne vous détruisez pas. Donc, c'est même pas la nourriture. La nourriture, c'est comme le paratonnerre, c'est pas lui qui crée l'orage, ça vient simplement focaliser le trouble. Alors, vous comprenez pourquoi je ne vais pas vous laisser vous emprisonner dans ce comportement. Et que, en effet, je ne vous laisserai pas vous enfermer trop longtemps, qu'on prendra des mesures contre le symptôme, des mesures de réalimentation, parce qu'autrement, elles vont vous piéger comme une drogue. Même si je sais que le problème alimentaire n'est pas le fond du problème. Mais essayons de le trouver, le fond du problème. Et là, il faut parler. Alors, parler, ça ouvre toutes les thérapies que vous avez. Trouvez celle qui vous convient à vous, mais où vous puissiez exprimer autrement qu'en étant votre bourreau, ce qui ne va pas. Votre insécurité, votre malaise. Et ça, nous le savons. Vous, sur le moment, dans l'état de panique où vous êtes, vous savez qu'une chose, c'est que ce comportement vous soulage. Donc il va falloir vous battre doublement contre vous-même, et contre la souffrance qu'il y a derrière, et contre ce comportement qui vous soulage. On conçoit que c'est dur, mais c'est pareil pour toute drogue. Quand vous arrêtez de fumer, vous êtes obligé de vous battre contre le soulagement que vous apporte réellement le fait de fumer. Qu'est-ce qui peut motiver qu'on le fasse? Mais que quand même, qu'il y ait une confiance avec quelqu'un. Alors c'est les parents,
c'est les amis, mais c'est aussi les thérapeutes, parce qu'ils offrent quelque chose, une ouverture vers le tiers, que c'est cette confiance qui va permettre qu'en effet, à un moment donné, on va dire, oui, je vais devenir acteur de mon combat contre cette tentation qui m'habite, de répondre à la déception en devenant moi-même celle qui me prive de ce que j'aurais tellement envie, et qui n'est plus la nourriture, qui est cette vie, comme tout le monde, où on sent qu'il y a des choses qui se passent, qui ont un sens, qui nous font vivre. Donc, vous voyez comment on touche avec les troubles psychiatriques un problème, évidemment, malgré la part biologique, qu'on commence de plus en plus à connaître, et vous avez eu raison de dire l'importance justement de la découverte de la génétique, parce que tout ça a une base génétique. Et quand, par rapport à ce que disaient les articles tout à l'heure, non, bien sûr qu'il n'y a pas de mutation génétique, mais l'expressivité des gènes, et dans tous les troubles psychiatriques, ce n'est pas une maladie génétique au sens mendélien, hein, comme la mucoviscidose ou comme l'hémophilie, où on a ou on n'a pas de gènes. C'est une multitude de gènes, 5, 10, qui, là, vont favoriser quoi? Un tempérament plus ou moins anxieux, plus ou moins impulsif, plus ou moins violent. Et dans la prévention dont vous parliez, il faut aussi prendre en compte qu'on n'est pas égaux, que certains, ils vont être beaucoup plus tentés à être hyperactifs, beaucoup plus tentés à être impulsifs dès qu'ils se sentent menacés. D'autres vont se déprimer. Ce n'est pas un choix, c'est qu'ils n'ont pas le même tempérament. Ça n'a pas les mêmes conséquences dans le regard qu'on porte sur eux. Donc il faut savoir qu'ils ne sont pas forcément très libres. Et que là, il faut les aider à retrouver une liberté, quelquefois par des médicaments, éventuellement, ou par un certain nombre de mesures, mais comprendre pourquoi on le fait. Et donc, ces gènes, il n'y a pas de mutation, sauf une société où il y a plus, comme vous le disiez, de possibilités de réalisation, mais aussi plus d'anxiété, va favoriser l'émergence des troubles anxieux, dont la base est en partie génétique. Tant qu'ils sont dans des endroits protégés, il y a peu de chances qu'ils se manifestent. C'est comme le cancer du poumon. Tant que les femmes ne fumaient pas, et ben on a pu dire que les femmes sont protégées du cancer du poumon. Eh bien non. Elles auraient pu, mais génétiquement. Génétiquement, elles ont les mêmes risques que les hommes. Et que maintenant qu'elles fument, eh bien, on voit ce risque s'exprimer. Il n'y a pas de mutation génétique. C'est qu'elles simplement, le gène peut s'exprimer parce qu'il y a des facteurs. Et l'anxiété sociale, l'anxiété de la réussite, et la réussite, c'est quand même quelque chose d'important. C'est qu'on ne peut pas se priver non plus d'anxiété. Il ne faut pas attendre une civilisation sans anxiété. C'est pour ça qu'il y a quelque chose de pernicieux à vouloir absolument dire nos enfants, il ne faut surtout pas les rendre anxieux, donc on ne va pas les noter, on ne va pas les contrarier, on ne va pas leur donner de chiffres, on va faire des grands handicapés. Bon. Voilà. Et dire l'anxiété, ça on apprend à la gérer. On apprend à la gérer quand on en comprend le sens, quand on est conscient qu'il y a des différences entre nous, et quand on est dans une atmosphère de confiance. Et on apprend à la gérer. C'est une illusion grave et dangereuse de vouloir penser qu'on va faire une civilisation sans anxiété. Alors maintenant, on ouvre la discussion dans le quart d'heure qui nous reste, et on reprendra cet après-midi, ça n'est pas terminé. Possibilité de poser la question. Dans le petit cas de terrain. C'est la question la plus délicate, de toute façon, dans ce... Oui, merci. Par rapport aux soins, c'est vrai que j'ai pas évoqué... c'est vrai, moi, je travaille en psychiatrie adulte, donc je suis confrontée aussi à des patients, des patientes plutôt particulièrement majeures, et du coup, j'ai été confrontée à certaines fois à des contraintes. Parce que là, les parents ne peuvent pas imposer. Mais j'ai toujours eu des expériences plutôt négatives dans la contrainte. Et puis c'est même un peu paradoxal parce que quand on fixe un contrat de soins avec une patiente, il faut un minimum. Enfin, le contrat sous-entend quand même un échange et donc un minimum de volonté. Donc moi, j'ai jamais eu de résultats vraiment positifs par rapport à une contrainte. Alors après se pose la question, donc c'est vrai que j'évite moi cette idée de contrainte. Par contre, chez les patients mineurs, il y a quand même, l'idée c'est de convaincre au maximum les parents. Alors moi j'ai été confrontée là, récemment à une difficulté assez importante. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de parents maintenant qui sont séparés, et c'est vrai quand on a besoin d'hospitaliser un enfant, il y a quand même besoin d'avoir aussi, parce qu'il n'y en a pas un qui prime sur l'autre de parents, il faut quand même mettre tout le monde d'accord. Et c'est pas simple, mais en même temps, donc le travail il est à faire
Parce que la personne qui souffre, il y a tellement de difficultés à identifier, il y a des fois une minimisation, que justement, moi je dis, le fait d'être mineur, il faut travailler avec la famille, c'est la famille qu'il faut convaincre d'imposer le soin. Donc moi je trouve des fois quand ils sont mineurs, c'est presque un tout petit peu plus facile, enfin moi j'ai cette impression-là, parce que quand il y a la majorité, et là la situation dont je vous parle, la patiente elle est majeure en mai, et je viens de l'hospitaliser là en mettant toute mon énergie, en passant pour essayer de convaincre les deux parents, et que la maman lâche, parce que c'était la maman qui était très réticente, mais dans une grande peur. Vous évoquiez la peur là, tout à l'heure, je crois que c'était ça. D'autant plus que nous, elle a plus, on parlait de cet âge un peu critique, entre 16 et 18 ans, ou en psychiatrie, eh bien, c'est en psychiatrie adulte, donc c'est vrai qu'il y a cette confrontation à aussi d'autres pathologies et d'autres patients plus âgés, et c'est vrai que c'est pas simple, donc il y avait à la fois cette réticence par rapport au lieu de soins, mais il y avait la réticence aux soins tout court, hein. Mais je crois qu'il y a vraiment par rapport aux patients mineurs, là vous êtes confrontés surtout à des patients mineurs, j'imagine, hein, donc je ne sais pas si vous avez l'occasion de rencontrer les parents, et en plus les deux parents, quelle que soit la situation, parce que c'est vraiment complexe, hein. De plus en plus on a parlé de nouvelles familles, mais je crois que c'est ça, hein. Quand il y a une famille où tout le monde est finalement, où il y a un couple, et où le couple parle d'une même voix, c'est quand même plus simple. Moi, je crois qu'on arrive à travailler quand même, mais bon, voilà, il y a toujours des cas très compliqués. Je crois que c'est le temps qui donne ça, le temps, l'échange. Moi, j'ai réussi cette belle famille, là, ça fait presque un an que j'essaie de l'hospitaliser, pour dire, hein, je la vois régulièrement, mais les consultations ambulatoires, à un moment donné, quand on estime qu'on n'avance pas, on est pris dans un engrenage, il faut hospitaliser. Et à un moment donné, ça rend même, moi, en tant que soignante, moi, ça m'a rendu presque, ça me fâchait vraiment, hein, je ne comprenais pas. À un moment donné, j'avais de l'incompréhension par rapport à ces parents qui ne comprenaient pas le danger pour leur enfant. Hein, mais bon, voilà, il faut faire avec. Mais vraiment, quand les patients sont mineurs, je pense que c'est un tout petit peu plus simple. Il faut vraiment travailler avec les parents et les deux. Voilà. Enfin, moi, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, mais ça reviendra. Pendant la journée, dans l'après-midi, on reprendra. Je suis d'accord avec ça, mais avec des limites. Il y a des moments où il faut bien, il y a des limites qui soient posées. C'est-à-dire, il faut hospitaliser. Que là, c'est un problème, et il y a un problème culturel actuellement. Il y a quand même cette idée, voilà, les adultes sont un peu pétrifiés par la peur de traumatiser les enfants, quand même. Voilà. Alors, la peur, c'est mauvais conseil. Il faut arrêter aussi de vivre dans la peur. Il y a un moment où, face à de dangers, ben voilà, là, c'est important qu'au niveau de l'école, il y a un temps d'accueil, il y a toute une question de timing aussi, on ne va pas se précipiter, il y a un neuralgique, on va pouvoir être hospitalisé, c'est très grave, qu'est-ce qui se passe, il y a un temps, on a un peu de temps, et en même temps, faire comprendre que ce n'est pas volontaire, c'est le signe d'un mal-être, et qu'il y a d'autres moyens d'arriver à l'exprimer que de se faire du mal, et que là, on posera une limite. Et je dirais même que c'est là où, socialement, parce qu'il y a des cas aussi un peu difficiles, au niveau de l'école, on va faire venir les parents, après en parler, mais où on peut dire, là, on n'accepte plus votre enfant s'il n'est pas suivi. Qu'on n'attende pas que des enfants tombent évanouis dans la cour de l'école de faim pour dire, ah ben oui, ça fait effectivement longtemps. Il faut revenir à des trucs un peu basiques, et qu'au niveau du milieu du travail, on puisse dire aussi, attendez là maintenant, le médecin du travail, vous pose un problème, et un rappel à la réalité. Et on le vit comme, on va la traumatiser, c'est une injustice, on va encore... Ils ne sont pas en porcelaine, vous voyez, il faut beaucoup de force pour faire tout ça. Et il ne faut pas que cette force elle se retourne. Et c'est là où la légitimité est dans les demandes. C'est pour ça que c'est important de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on est légitime? Pourquoi on le fait? C'est pas que ça nous dérange, nous, qu'elle soit comme ça. C'est que il y a mal donne. Ça va conduire au contraire de ce qu'elle voudrait. Alors on ne va pas les laisser s'enfermer là-dedans.